Alors, mon but, au cours des prochaines 15 minutes, je ne dépasse jamais mon temps, Serge, Monsieur le Président, non plus. Alors, je vais juste vous convaincre que l'insuffisance cardiaque est un sujet extrêmement d'actualité, puis qu'il y a raison de s'intéresser à l'insuffisance cardiaque parce que ça bouge beaucoup. Serge vous a démontré que cette année, on a eu 2 études positives qui, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu en insuffisance cardiaque. Et je vais vous peut-être attirer votre attention sur certains mécanismes, donc faire un peu l'interface entre Dr Lepage et Dr Haddad qui vont nous parler du ventricule droit par la suite. Alors, les médicaments, c'est beau, la resynchronisation, c'est beau, mais qu'est-ce qui arrive avec l'exercice? Est-ce que l'exercice est valide chez nos patients insuffisants cardiaques? Alors, juste pour vous montrer dernièrement qu'il y a eu une très belle présentation, en fait, publication, il y a quelques mois, sur la notion que, pas facile de pointer, Serge, on est vraiment angle, sur l'augmentation, l'impact d'entraînement physique chez nos patients d'insuffisance cardiaque. Et je vais vous peut-être pointer certains graphiques pour simplicité et en fait rester dans le temps aussi, juste pour vous montrer que 12 semaines d'entraînement augmentaient le VEGF qui est responsable de la formation de nouveaux vaisseaux et qu'on augmentait aussi la sécrétion, la production de cellules progénitrices endothéliales. Donc, en quelque sorte, au-delà des médicaments, au-delà de la resynchronisation, peut-être existe-t-il un effet très positif au niveau de l'exercice physique. Et l'exercice physique est bien sûr un puissant médicament. Encore faut-il le faire. Et ce n'est pas toujours facile de faire bouger nos patients avec insuffisance cardiaque. Et bien sûr, lorsqu'on regarde le corollaire de ceci, est-ce que c'est associé à une amélioration de la fonction endothéliale? On commence à avoir énormément d'intérêt en insuffisance cardiaque sur la quantité de sang qui va être produite dans votre bras après une occlusion de 5 minutes est augmentée de façon significative par l'entraînement physique et pas de changement avec, finalement, en étant sédentaire. Et lorsqu'on regarde aussi la quantité de vascularisation au niveau des capillaires, par exemple, on peut voir que l'entraînement physique a un rôle très important au niveau de la production de microcapillaires. Donc, amélioration de la fonction endothéliale qui va produire l'augmentation du sang au muscle, mais aussi l'augmentation de petits capillaires au niveau du muscle. Donc, ceci est important parce que vous avez des patients symptomatiques en insuffisance cardiaque. On s'attend à ce que leur musculature périphérique et que leur conditionnement pulmonaire soit optimal afin de contrebalancer leur réserve cardiaque qui est tellement diminuée. C'est sûr que la diminution de la pompe est vraiment la genèse de tous les problèmes en insuffisance cardiaque. Mais des fois, il se fait un déconditionnement important qui augmente les symptômes de nos patients. L'autre chose que je vais attirer votre attention, je vous envoie des points d'ancrage puis des choses dans lesquelles ça va définitivement évoluer au cours des prochaines années. J'ai identifié 4 sphères. Donc, il y a la sphère exercice, la sphère médecine régénérative, quelques éléments pharmacologiques, puis je vais parler grosso modo d'arythmie à la fin. Juste pour vous dire que je pense que d'ici 5 à 10 ans, on va voir utiliser de plus en plus l'utilisation des cellules souches et la médecine régénérative en insuffisance cardiaque. À l'ESC, on a eu la présentation et la publication, en fait, 1 mois avant la présentation de l'étude STAR. C'était dans la cardiopathie idiopathique. Et on peut voir ici que, ischémique stable, dis-je, ici on regarde l'impact, par exemple, de l'administration de cellules autologues mésenchymales dans la cardiopathie ischémique. On peut voir qu'avec de hautes doses, on augmente la fraction d'éjection et ça persiste sur une période de 24 mois et c'est associé à une diminution des volumes ventriculaires. Donc, je pense qu'on s'interroge beaucoup sur savoir quelle est la cellule idéale, quelle est la façon d'augmenter le homing, ça veut dire de diriger la cellule souche au bon endroit. Mais cette thérapie-là, dis-je, est en train de se développer à grande vitesse. Et c'est vraiment les Européens, dont surtout le groupe allemand, qui sont en avance là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir être à l'affût. C'est quelque chose qu'on va voir de notre pratique. Et ici, si on regarde le devenir clinique des patients 2 ans après l'injection intracoronarienne de cellules bone marrow dans l'infarctus du myocarde, on peut voir qu'il y a un impact à 2 ans significatif sur la thérapie agressive chez ces patients-là. Donc, je pense que ça, c'est là pour rester, comme les assistances ventriculaires, mais ça se développe à grande vitesse et on va voir ça d'ici les prochains 5 ans. Une petite capsule sur le traitement pharmacologique d'insuffisance cardiaque, une étude que j'ai trouvée intéressante sur le questionnement de l'impact des bêta-bloqueurs sur les voies aériennes. Alors, on s'est intéressé dans cette étude-là d'évaluer le changement du VEMS, en fait, le volume expiratoire maximal en 1 seconde, chez les patients avec défaillance cardiaque et maladie COPD, donc légère,
initié sur le carvedilol. Alors, carvedilol ici à baseline, métoprolol, bisoprolol. On peut voir que ces patients-là, qui avaient une certaine amputation des problèmes, se sont améliorés avec la prescription des bêta-bloqueurs de type bêta-1 sélectif et carvedilol ici, à la fin de l'étude dans laquelle on a remis le carvedilol. Et ça, c'était associé finalement de façon intéressante. Par ailleurs, une certaine augmentation du NT-proBNP en réponse aux bêta-bloqueurs chez ces patients-là. Est-ce que ça veut dire que le carvedilol est plus efficace ou le carvedilol a quelconque chose à dire dans l'élimination du BNP? La conclusion de cette étude-là, pour la résumer très simplement, les patients qui ont une maladie pulmonaire peuvent avoir des bêta-bloqueurs, mais des bêta-bloqueurs de type bêta-1 sélectif pourraient être peut-être à favoriser chez ces patients-là symptomatiques avec maladie pulmonaire significative. L'autre élément, c'est l'élément finalement diagnostique. Il y avait un très beau symposium lorsqu'on est en France, en fait, de nos collègues, là, il y a quelques 10 jours, sur l'impact du MIBG, qui essentiellement représente l'innervation cardiaque sur le devenir des patients avec insuffisance cardiaque. Alors, c'est sûr qu'on a une ribambelle de facteurs pronostiques en insuffisance cardiaque. On parle de la classe fonctionnelle, du test de marge de 6 minutes, le VO2 max. On parle du NT-proBNP et d'autres, une ribambelle de marqueurs. Mais on s'intéresse maintenant à un marqueur d'imagerie. L'étude Landmark a été publiée au cours de l'année dernière. On ne voit vraiment pas très bien de ce côté-ci, mais si vous avez une captation du médiastin beaucoup plus importante que la captation au niveau du cœur, pour vous simplifier la diapositive, ceci veut dire une dénervation plus marquée au niveau cardiaque et un moins bon devenir. Donc, où ceci va s'intégrer dans l'algorithme de la stratification de nos patients, ça pourrait être peut-être intéressant à suivre. Et je pense que ceci va continuer d'explorer au cours des prochaines 5 années. L'autre chose, bien sûr, c'est que les dernières 3-4 diapositives, je vais parler grosso modo de la resynchronisation. Je pense que l'utilisation des appareils de resynchronisation des défibrillateurs sont là pour rester en insuffisance cardiaque. On a des appareils maintenant qui sont de plus en plus sensibles dans le système Optivol pour mesurer des changements de volume au niveau pulmonaire et de compliance. Il y a eu des articles qui démontrent que l'utilisation de ces systèmes-là peuvent nous augmenter finalement la précision diagnostique en insuffisance cardiaque. Juste pour attirer votre attention sur cette diapositive-là, qui vous démontre que si les patients, après la resynchronisation cardiaque, démontrent une diminution des volumes ventriculaires, on peut s'attendre à beaucoup moins d'événements chez ces patients-là, avec une réponse à la resynchronisation. Et effectivement, si on regarde les patients, je ne vois vraiment pas très bien la diapositive ici. Je pense que c'est en fonction du QRS. On peut voir en fait que les patients avec un QRS, je ne suis pas capable de voir la diapositive. Oui. Ah! Mon Dieu, on n'a pas pris 30 ça hier, effectivement. Alors, si on regarde effectivement, merci infiniment, si on regarde les patients avec, qui n'ont pas eu d'événement avec les événements, alors on peut voir que les patients qui n'ont pas eu d'événement sont souvent ceux qui ont amélioré leur volume ventriculaire, donc qui ont eu un remodeling inverse. Merci infiniment. Remodeling inverse chez ces patients-là. Donc, les patients qui sont insynchronisés, qui diminuent leur volume, sont ceux qui vont probablement bien évoluer. Et si on regarde, encore une fois, en fonction du QRS, on s'aperçoit finalement que les QRS plus larges ont tendance à présenter un remodeling inverse plus marqué. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations par rapport au QRS étroit. Et à date, on n'a pas d'évidence que resynchroniser les QRS étroits donne quoi que ce soit. Il va falloir attendre les résultats de l'étude ECHO-CRT qui se déroule au niveau international, puis Lesser Earth pour essayer de nous aider dans ce contexte-là. La science nous dit qu'il y a peut-être un patient sur 2 avec QRS étroit qui présente un certain degré de dysynchronisme, mais ceci est encore fortement controversé. Donc, il va y avoir des choses qui vont être publiées, qu'on va apprendre au cours des prochaines années. Les 3 dernières diapos, c'est vraiment vous présenter encore une fois l'élément négatif de la fibrillation auriculaire. Serge nous présentait plusieurs études dans lesquelles le taux de fibrillation auriculaire chronique pourrait varier peut-être de 25 à 50 dépendant de la sévérité de la maladie. Mais c'est définitivement un marqueur de mauvais pronostic. On l'a vu dans plusieurs études aussi. Alors, si on regarde l'absence de fibrillation auriculaire ici, fibrillation auriculaire en rouge ou en orange, on peut voir donc plus grand, une meilleure survie chez ceux qui n'ont pas de fibrillation auriculaire. Et c'est surtout les patients avec fibrillation auriculaire chronique et ceux qui ont une fibrillation auriculaire de type inconnu
par rapport à ceux qui ont une activité paroxystique, les patients qui vont se présenter avec fibrillation auriculaire, qui ont le cardioversie, qui vont maintenir leur rythme sinusal la plupart du temps. Ces patients-là, si vous suivez les lignes ici, en pointillé versus absence, on peut voir que les patients sont relativement serrés. Et c'est l'effet d'être en fibrillation auriculaire chronique qui engendre plus un problème. Est-ce que ça a des répercussions au niveau de la resynchronisation? Alors, si on regarde les chocs qui sont appropriés en insuffisance cardiaque avec resynchronisation, bien sûr, défibrillateur, avec ou sans fibrillation auriculaire. Alors, pas de fibrillation auriculaire en noir, fibrillation auriculaire paroxystique en vert, c'est-à-dire fibrillation auriculaire persistante en ligne orange, et ce qu'on dit permanente. Persistante veut dire plus longue, permanente veut dire vraiment chronique. Au niveau de la ligne rouge, on peut voir que ces patients-là sont beaucoup plus vulnérables à avoir des chocs appropriés. Et effectivement, si on regarde le taux de choc inapproprié, cette fois-ci, toute forme de fibrillation auriculaire sont associées à une augmentation des taux de choc inappropriés. Alors, on voit ici la ligne en noir. Pas de fibrillation auriculaire. Maintenant, si on regarde tous les types de fibrillation auriculaire, on peut s'attendre, malheureusement, à cause de la fréquence cardiaque qui est induite par la fibrillation auriculaire, d'avoir des chocs inappropriés. Le Dr. Haddad va nous parler du ventricule droit. J'ai trouvé ce papier-là qui est très, très intéressant. Il y a eu une présentation au Heart Failure Society of America dans le cadre du J. Conn Young Investigator Award sur le rôle de l'augmentation de la pression ventriculaire droite à l'exercice comme pronostic. Ceux qui ont une augmentation très rapide avec un plateau par la suite sont ceux qui ont un moins bon devenir parce que ça représente un épuisement de la réserve contractile du ventricule droite. Dans ce papier-là, les gens ont utilisé ce qu'ils appellent le strain rate pour finalement, après thérapie médicale, est-ce qu'il y a une réponse ou absence de réponse du ventricule droit aux thérapies d'insuffisance cardiaque, qu'importe la thérapie donnée, et sont aperçus sur une période de suivi relativement longue, on parle de 2 ans, une dichotomie extrêmement importante sur le fait que le ventricule droit s'améliore ou ne s'améliore pas suite à une décompensation aiguë. Alors, le ventricule droit, on va en entendre parler tout à l'heure, dans quelques minutes, mais je pense que ça a été méconnu, qu'il est difficile à évaluer, mais il est vraiment très important, très pertinent. Dernière diapo, juste pour vous sensibiliser sur, j'ai trouvé ça intéressant, cette diapo-là, de Mariette Jessup, que Simon connaît très bien. Alors, Defining Success in Heart Failure, des Endpoint MESS. Alors, c'est sûr que si on regarde toutes les études et les points d'aboutissement qui ont été choisis, je veux juste attirer votre attention sur la complexité puis finalement la controverse qui existe à ce niveau-là. On regarde, par exemple, l'IFT1, il a publié depuis quelques années. Toute cause mortalité, mortalité cumulative à 2 ans. Consensus, 6 mois, toutes les causes de mortalité et mortalité totale. Je ne veux pas tout passer les études, mais juste pour vous sensibiliser sur le fait que tout a été vraiment, c'est très, très, très variable et il n'y a pas de consensus sur la façon d'évaluer nos patients. Et c'est encore plus criant dans l'insuffisance cardiaque aiguë qu'on va entendre parler, le Dr. Lejar. Au Heart Failure Society of America, il y avait un symposium complet sur la discussion du endpoint de 30 jours comme étant un endpoint valide chez ces patients-là. Donc, on ne comprend pas encore, cette population-là est extrêmement variable, puis on ne sait pas encore quel sera le meilleur point d'aboutissement. Mais encore, pour le moment, ce n'est pas raison d'être dépressif, non, c'est raison de s'y intéresser, mais il existe quand même pas mal de confusion là-dessus. Alors, Serge, j'ai parlé maintenant, je respectais le temps, il reste 15 minutes de questions. Alors, merci beaucoup de votre attention.